on commence tout de suite par la nouvelle la plus drôle, je vous le disais, et la plus tragique de l'année. Je vais demander à Philippe Askenazi de venir nous rejoindre. Vous faites partie des économistes atterrés. Et vous venez de co-diriger avec Daniel Cohen le livre 5 crises, 11 nouvelles questions d'économie contemporaine. Alors, il y a une information qui sidère la presse économique. Pour l'instant, le grand public n'est pas encore au courant. J'imagine que nos invités ne le sont pas non plus, puisque la télévision n'en a pas vraiment parlé pour le moment. Les politiques d'austérité qui sévissent actuellement dans nombre de pays européens auraient été inspirées par une erreur de calcul. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça rapidement? Alors, peut-être déjà expliquer l'erreur de calcul. Oui. Alors, il s'agit d'un travail de 2 universitaires américains et des grands noms de la science économique. Professeur Harvard, on voit voir leur professeur photo, Harvard, donc... qui ont travaillé au FMI. Voilà, même donc Kenneth Rogoff, qui est le monsieur dans ce couple, en quelque sorte, a été chef économiste du FMI, ce qui est un des postes les plus prestigieux qu'on puisse imaginer pour un économiste. Donc les deux ont sorti un travail. Et elle, comment s'appelle-t-elle Carmen Reinhardt, voilà, c'est d'origine cubaine. Donc tous les deux sont 2 économistes libéraux, mais très implantés. Ils ont publié un travail au début de l'année 2010 qui, en gros, disait qu'un pays, jusqu'à une dette publique qui représente 90% de son PIB, a une croissance économique honnête. Et puis, juste passer ce cap de croissance économique, on passe à même une décroissance, moins 0,1 point. Donc, la conclusion, en gros, que très vite on pouvait tirer de ce type d'études, c'est qu'il fallait absolument essayer de contrôler la dette publique, ce qu'on appelle la dette souveraine, et ça tombait pile au moment où on avait la crise grecque qui commençait à naître. Donc, un impact très important à cette époque. Et qui a inspiré des quantités de discours, de résolutions, enfin, on l'a extrêmement cité. Hein, voilà, il a été très repris. Alors ce qu'il y a d'un petit peu paradoxal, c'est qu'au niveau des économistes, ça n'a pas fait un grand succès. Il y a par jour des dizaines de travaux comme ça qui sont publiés et qui ont plutôt une valeur heuristique, dans le sens où voilà, ça peut éclairer. Ils ont trouvé une corrélation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose par derrière ? On ne le sait pas véritablement. Par exemple, on observe que les pays de l'OCDE qui ont plutôt qu'une république, une monarchie constitutionnelle sont 30% plus riches. Est-ce que ça veut dire qu'il faut remplacer Obama par un roi? Non, bien évidemment que non. Donc là, il disait au-delà de 90, il dit 10%. Au-delà de 90%, on entre en récession. Une sorte de chiffre magique. Alors il se trouve que d'autres collègues américains de University of Massachusetts, c'est pas très loin de Harvard, ont repris les calculs et puis ils se sont aperçus qu'il y avait eu une erreur, un décalage de lignes, et que lorsqu'on recalculait tout ça... Alors il faut le faire, c'était sur un tableur Excel, on va le voir exactement. Et malheureusement, ils se sont trompés, ils ont oublié des pays. Ils ont oublié l'Autriche, ils ont oublié la Belgique, tous ceux qui sont en bas, en fait, ils les ont oubliés. Ils ont oublié 5 pays, exactement comme à l'UMP, la COCOE avait oublié Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie dans leur décompte de voix. Hein. Alors, et donc ça change le chiffre. Alors ça change, oui, totalement. C'est-à-dire que d'avoir une situation de décroissance avec les mêmes types de calculs, mais en rajoutant ce qu'on appelle des observations, on a une croissance économique de 2,2%. Aujourd'hui, on en rêverait, hein, si vous voulez, en France et dans l'ensemble de l'Europe. C'était de 46 à 2009, leur calcul. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec 90% d'endettement du PIB, on peut avoir 2,2% de croissance positive, donc pas du tout négative. Voilà, c'est quelque chose qui pas en fait si surprenant que cela. Alors, ce qu'il y a d'un petit peu grave, vous voyez, vous-même vous dites, ce sont ceux qui sont tout en bas. Et vous parlez de l'UMP. Ben, justement, il y a même des doutes, d'une certaine manière, sur ce travail. C'est-à-dire, l'erreur est tellement grossière qu'on se demande s'ils l'ont pas fait exprès. Donc là, ça pose une vraie question de crédibilité. Oui, alors justement, alors évidemment, aujourd'hui, dans les milieux économiques, puisqu'encore une fois, cette affaire n'est pas arrivée jusqu'au grand public, mais tout le monde se dit, en particulier la gauche américaine, se dit, mais attendez, ce calcul est à l'origine de toutes les politiques d'austérité depuis la Grèce. C'est-à-dire qu'il serait responsable de millions de chômeurs, de démantèlement du service public et d'augmentation brutale des impôts
d'impôts dans plusieurs pays déjà. Ces deux économistes, en tout cas, cette erreur qui a été citée par tout le monde, enfin ce chiffre qui a été cité par tout le monde, y compris au plus haut niveau des commissaires européens chargés de l'économie. Oui, alors vous parlez du commissaire européen, donc aujourd'hui c'est Olli Rehn, donc un commissaire finlandais. C'est intéressant de voir un courrier qu'il avait envoyé à tous les ministres de l'économie le 13 février dernier, où il écrit en énorme qu'une étude très sérieuse prouve qu'il faut absolument éviter de dépasser ces 90% du PIB et qu'il faut donc avoir une politique. Alors, on ne parle pas de politique d'austérité dans ces sphères-là, on a des mots nettement plus positifs, on parle de consolidation budgétaire, de consolidation fiscale, donc tout cela on assit l'économie. Donc je pense que ce courrier, d'ailleurs que vous pouvez trouver sur Internet, il suffit juste de taper son nom, c'est un courrier Olli Rehn. Olli Rehn, 13 février, vous allez le trouver. Voilà, vous allez trouver c'est le commissaire chargé frappé. des affaires économiques. Des affaires économiques, qui est quand même celui, lorsqu'on parle de la Troïka, il y a le FMI, la Banque Centrale Européenne et puis la Commission Européenne, et c'est lui qui représente l'Europe au sein de cette Troïka. Donc c'est assez amusant que son ultime courrier pour appeler à l'austérité s'appuyer sur ça, et en plus le mot très sérieux, alors même que ça s'effondre aujourd'hui. Alors d'après vous, Philippe Askenazi, est-ce que véritablement c'est cette erreur de calcul qui paraît délirante qui est à l'origine de tout ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire véritablement des politiques d'austérité, de millions de chômeurs, etc. etc. Alors, je serais relativement catégorique, je dirais que non. Il faut revenir en arrière. On est fin 2009, tout début 2010. On commence à avoir la crise de la dette grecque. Vous avez à ce moment-là la Troïka qui se rassemble pour essayer de se construire une doctrine. Or, chacune des institutions de la Troïka a un ADN qui est fondamentalement libéral. Et donc, ils ont décidé une doctrine simple. Il y a une crise, mais elle n'est pas due au problème des bulles financières, des bulles immobilières, d'une dérive de la finance, mais à dérive des dépenses publiques. Et donc, il faut une politique que je qualifie d'austérité. Donc, ils décident ça au tout début de l'année 2010. Et lorsque vous faites une doctrine qui est en partie idéologique, c'est toujours bon de s'appuyer sur des travaux académiques, des chiffres, des travaux académiques. Bon, il se trouve qu'une fois qu'ils avaient défini cette doctrine, au mois de février 2010, un mois après, ils publiaient ce travail. Et donc, évidemment, pour eux, c'est un pain béni, de la même manière que le FMI, exactement au même moment, expliquait que de réduire la dépense publique, augmenter les impôts, ne ferait pas grand-chose à la croissance économique. Donc, vous voulez dire qu'en fait, ce n'est pas le chiffre ce travail avec ce chiffre faux, ce mauvais calcul qui a inspiré les politiques, mais les politiques ont été chercher le chiffre. Voilà, ils sont allés chercher le chiffre qui leur plaisait. En gros, exactement au même moment, vous aviez des dizaines de travaux qui disaient exactement le contraire. Donc on a pris celui-là, mais il se trouvait qu'en plus il était fait par des économistes prestigieux de Harvard. En plus, il faut voir au niveau européen, on dit, ben voilà, ce sont les Américains, et donc les Américains ne sont pas dans le jeu européen, donc c'est une preuve de neutralité. Alors, ça a joué à la fois en Europe et effectivement aussi aux États-Unis. Et on peut dire qu'aujourd'hui, un petit peu, ces acteurs de l'austérité sont un peu nus. Ils se sont appuyés sur des travaux. Le FMI a reconnu au tout début de l'année 2013 que ses propres calculs, il y avait des erreurs flagrantes. Enfin, ils s'étaient plantés. Et là, ce second travail est aussi faux. Donc, il n'y a plus la moindre assise scientifique. Déjà, elles étaient relativement faibles. Pour mais là, soutenir les politiques de rigueur. On peut soutenir les politiques d'austérité qu'on a aujourd'hui en Europe. Olivier Py, réaction? C'est absolument magnifique parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, je suis nul en économie, mais nul, je n'y comprends absolument rien. Donc, comme beaucoup de gens aussi, dès qu'un économiste parle, je m'agenouille, je baisse les yeux, je me sens totalement nul politiquement. Et on découvre que l'économie n'est pas tout à fait une science exacte, qu'elle est d'une objectivité souvent teintée de politique, ce que je soupçonnais, notez-le. Mais je suis en tout cas très heureux d'en avoir la confirmation. Attention, là, c'est pas une erreur conceptuelle, hein, oui, c'est vraiment une erreur informatique. Il n'y avait pas besoin d'erreur de calcul pour savoir que l'austérité était une connerie. Marie-Françoise Bechtel. Oui, alors finalement, les calculs étaient faux, mais pourquoi donc a-t-on fait appel aux calculateurs? Vous l'avez dit très bien, Philippe Askenazi. On serait allé en chercher d'autres si besoin était. Tout ça, ce n'est pas de la science, ce n'est même pas de la technique, c'est de l'idéologie. Il fallait quelque chose pour supporter l'idéologie austéritaire européenne, imposée aujourd'hui en France. On est allé chercher ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Parmi les nombreux économistes devant lesquels vous vous prosternez, on s'est prosterné davantage devant l'un d'entre eux. Et c'est une triste histoire qui malheureusement se répétera. Alain Benoît. Ce qui est formidable, c'est que cet incident est une confirmation extraordinaire de ce qu'écrit Paul Jorion
dans son C'est souvent venu dans cette émission. livre sur la science économique paru chez Fayard. Mais ce qui est encore plus épatant, c'est que cette affaire qui éclate, bon, ça n'a peut-être pas mis en route les politiques d'austérité, mais ça a été un argument fort de légitimation de ces politiques d'austérité. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit aux politiques d'austérité? Rien du tout. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils vont en tenir compte en disant, mais c'est bien sûr, on a fait fausse route? Pas du tout. Ils vont refaire exactement la même chose et ça va continuer comme par devant. Vous n'en avez pas parlé dans votre livre J'aime pas la crise, Christophe Alévèque? Si, j'en ai parlé à ma façon, évidemment. Hein, mais, Vous avez des chiffres. Les chiffres, oui, bah moi je résume ça en une phrase. À quoi ça sert de violer les gens quand on peut les baiser? Donc en gros, le calcul est un peu là. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que ces chiffres sont erronés. Enfin, c'est une base de calcul. Moi, je ne crois pas à l'erreur Vous croyez ligne, comme Oui, il fallait quelque chose pour justifier. On justifie. J'ai appris aussi que le produit intérieur brut, qui devrait s'appeler plutôt produit intérieur doux, c'est ce qui serait mieux et plus en accord avec nos vies, ou qui a un indice du bonheur. Enfin bref, ce produit intérieur brut est complètement erroné. Oui. C'est-à-dire qu'on base tous nos calculs sur quelque chose qui est déjà faux. Et les 3% de déficit... Le produit intérieur brut, il comptabilise positivement toutes les catastrophes. Oui, dans la mesure où il dégage une activité économique. Voilà. Donc, et les 3%, ces fameux 3% de déficit que notre cher président n'a pas réussi à tenir, en fait, l'histoire est vraie, racontée par un fonctionnaire des ministères des Finances, j'en parle dans le bouquin, qui en 81... François Mitterrand voulait que ses ministres arrêtent de dépenser de l'argent. Il appelle le ministère des Finances, il dit « Pondez-moi quelque chose pour qu'ils arrêtent de dépenser de l'argent ». Guy Abeille, c'est son nom, parce qu'il a parlé dans la presse, il l'appelle, il dit « Trouvez-moi quelque chose ». Bon, Mitterrand n'était pas très très fort en économie, alors qu'en ce moment, Hollande, par contre, est très très fort. Alors, pourtant, il est mitterrandiste. Et ce mec raconte comme ça qu'en 1 heure de temps, voilà, il pond un chiffre, 3, qui a été repris après par l'Europe, repris par tous les pays. Et on lui dit, sur quelle théorie économique est basé ce chiffre? Et il dit, absolument aucune. J'ai pondu ça en 1 heure, à l'apéro, en buvant un verre, parce que ça fait penser à la Trinité. Tout simplement. Si ce jour-là, il avait pensé aux 7 nains, on ne serait pas en crise. Philippe Askenazi, vous avez testé cette histoire? Oui, enfin, je pense qu'elle est en grande partie vraie. Alors quand même, pour défendre un petit peu... Pour défendre au passage quand même les économistes, normalement, une science, les résultats d'une science doivent pouvoir être reproduits et potentiellement réfutés. Et là, on a typiquement voulu reproduire et on a réfuté ces résultats. Et vous avez toutes sortes de disciplines scientifiques qu'on dit dures, où tous les jours, il y a des remises en cause de résultats. Je crois que véritablement, la question, c'est pourquoi les politiques ont su s'emparer de cela et finalement convaincre l'ensemble de la population, y compris d'ailleurs les médias, que c'était la bonne stratégie. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que la difficulté, vous allez dire, mais ils ne vont pas en tenir compte. La difficulté, c'est qu'entre-temps, nous avons... les parlements des différents pays européens ont voté des traités qui marquent dans le marbre l'austérité. C'est-à-dire que le pacte budgétaire européen fixe maintenant une impossibilité en fait de faire du déficit pendant plusieurs années pour un pays comme la France, comme l'Espagne, etc. Donc il y a eu un schéma où une décision d'abord idéologique basée sur des résultats scientifiques erronés qui, maintenant, se retrouvent dans des traités à valeur constitutionnelle dans la plupart des pays. Mais toute conscience éclairée pouvait en prendre conscience. Totalement, comme parlementaire, je n'ai pas voté ce traité pour cette raison. Daniel Schneiderman. La question, c'est surtout pourquoi ça ne va rien changer, quoi. Non, mais comme on disait, parce que ce n'est pas la première erreur, hein, vous l'avez dit, il y avait déjà eu celle de plusieurs économistes du FMI qui allaient dans le même sens. Enfin, une erreur de calcul, ils avaient surestimé les effets et sous-estimer les effets négatifs de l'austérité. Les Nobel qui avait fait aussi un calcul savant pour les banques, savoir Et alors mais ce qui fait froid dans le dos quand même, c'est qu'on est là tous, on en parle, c'est formidable, on rigole bien. Mais vous avez dit 2 fois, les médias s'en sont pas emparés.
Et Pour c'est vrai. l'instant, non. Non, sur le quelque FMI, chose sur la précédente erreur du FMI, Ah, oui, rien il y a ou eu moins de presque. choses, ça. Et on est prêt. Et moi, je suis prêt à parier, ce sera la même chose là. Et pendant que là, on consacre une séquence à cette erreur absolument fascinante, et c'est très bien de le faire. Je veux dire, 2 étages plus haut aux 20h de France 2, ils feront peut-être une brève de 30 secondes et ce sera tout. Et François Langelet continuera à nous expliquer soir après soir que l'austérité est le seul choix possible et qu'on peut rien faire d'autre. François Langelet est venu dans cette émission, il n'était pas aussi catégorique que vous le dites. Là. Oui, mais il dit pas forcément la même chose sur les 2 plateaux. Philippe Bilger. Comme beaucoup d'experts en économie, ils changent d'avis comme de plateau. Moi, je serais le plus optimiste tout de même parce que, en dehors du fait qu'on découvre que l'économie n'est pas une science, mais ça, c'est pas une découverte même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, je me demande si tout de même cette erreur de calcul, à partir du moment où elle va imprégner, je l'espère, quelques esprits médiatiques, ne va pas démontrer qu'au moins conceptuellement une autre politique est possible et que d'autre part le citoyen, lorsqu'il se mêle de ce qu'il regarde, a tout de même le droit de parler. Est-ce que ça ne va pas favoriser une liberté d'expression dans le domaine de l'économie, de la politique, en disant après tout les experts se trompent, font des erreurs de calcul, le citoyen qui n'y connaît rien ne se trompera peut-être pas dans ses évaluations. Oui, mais Vous êtes très optimiste. le citoyen qui n'y connaît rien n'a aucun pouvoir de décision, car la décision a été prise bien en amont par les marchés financiers de faire éponger par les classes populaires le coût d'une crise pour laquelle elles ne sont nullement responsables, puisqu'elle est due essentiellement à la spéculation de la finance de marché et à l'exploitation usuraire de l'endettement public. Donc cette politique a été décidée, elle sera totalement productive évidemment, parce que s'il y a austérité, il y a baisse de la demande, donc baisse du pouvoir d'achat, donc baisse de la consommation, donc baisse de la production, donc montée du chômage, donc diminution des rentrées fiscales. Ça sera le résultat inverse, mais Oui, mais baisse des ça salaires. va. Et aussi bien entendu baisse Tout le des monde salaires. n'est pas perdant. Bien sûr, absolument. Vous décidez Donc, de nous enlever toute espérance. Quoi, non, ce soir. Un dernier mot, Philippe il faut voir les Askenazi. choses en face, simplement. Quand même un élément d'espoir. Avant même que cette erreur soit dévoilée, la veille aux Pays-Bas, qui est un pays, on dit toujours, c'est un pays du Nord, etc., c'est un pays qui mène une politique d'austérité extrêmement dure, eh bien, le gouvernement libéral vient de décider d'abandonner son futur projet d'austérité sous la pression des organisations syndicales. Et donc, il faut bien comprendre que je pense que fondamentalement, plus que les économistes, les travaux ou autres, c'est essentiellement les citoyens, les organisations syndicales, ce qu'on peut qualifier de corps intermédiaires, qui peuvent changer la direction des politiques aujourd'hui en Europe. Et ça commence à Et s'effriter. donc il y a peut-être une aussi possibilité. le triomphe du bon sens. Oui, certainement. Merci Philippe. Pour Oui. faire triompher le bon sens, disait Olivier Pitt tout à l'heure, je les regarde, et c'est vrai que l'image est belle, parce qu'ils complexifient tout. C'est-à-dire qu'ils nous parlent les experts en expertise qu'on entend à la télé en permanence, qui nous parlent de crise systémique, de recapitalisation, au lieu de dire systématique, ils disent systémique, pour que les gens ne comprennent rien. Recapitalisation, c'est transformer l'argent virtuel en argent réel, donc le nôtre. S'ils nous expliquaient avec bon sens pourquoi on se fait avoir, à ce moment-là, on pourrait réagir. Mais tout est fait pour complexifier, aller jouer dans le bac à sable, on s'occupe de tout.